souvent on passe son temps à se dire mais comment arrêter de fumer? Et en fait cette question, en fait tout le monde a la réponse. Et c'est pas ça qui est intéressant comme question, mais c'est pourquoi est-ce que je le fais pas? Le manque, on passe notre vie à fumer pour ne pas le vivre, alors qu'en réalité il est le chemin de la liberté. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Aujourd'hui, c'est pour à votre sevrage. Puisque nous sommes encore dans la semaine des bonnes résolutions, eh bien, nous allons parler de l'arrêt du tabac ce matin. Je reçois Vincent Pelomaille. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes coach spécialisé dans l'arrêt du tabac. Vous avez mis au point votre propre programme d'accompagnement. Aujourd'hui, vous accompagnez des fumeurs pour les aider à se libérer du tabac. Vous animez des conférences sur le sujet. Vous avez même couru 7 marathons en 7 jours pour promouvoir l'arrêt du tabac. Et ça fait 12 ans que vous ne fumez plus. Exactement, ouais, ça va faire plus de 12 ans que je ne fume plus. Et ça va faire une dizaine d'années que j'accompagne les fumeurs vers une vie sans tabac. Et vous publiez les 7 clés pour se libérer du tabac. Je pensais mourir fumeur jusqu'au jour où, chez Marabout, avec 6 histoires de personnes qui se sont libérées de l'addiction. Pourquoi fume-t-on? Vous dites que c'est une question que les fumeurs devraient se poser et qu'ils ne se posent pas. Et d'ailleurs à laquelle ils n'ont aucune réponse. Exactement, on va fumer 10, 15, 20 fois par jour et en réalité on ne sait pas réellement pourquoi on fume. On va souvent dire qu'on fume parce qu'on en a envie, mais pourquoi a-t-on envie de fumer? Et c'est ce que le livre en fait va apporter comme réponse, c'est comprendre en fait l'origine de cette envie. Mais on a envie de fumer? Quand on est dépendant, oui, on a envie de fumer. D'accord, donc on fume parce qu'on a envie. Mais pourquoi a-t-on envie de fumer? C'est ça la question. D'accord, donc c'est la question dans la question. Exactement. Et en fait, l'idée du livre, c'est d'apporter cette réponse-là. En fait, sans nous en rendre compte, le manque va devenir notre normalité. Ça veut dire que quand notre cerveau va être dépourvu de nicotine, notre bien-être va être altéré, notre humeur aussi. Et donc, on va avoir besoin de nicotine, donc on va avoir besoin de fumer pour retrouver son état initial. Vous dites que l'ignorance collective entraîne la preuve sociale et la preuve sociale influence tout l'entourage. Exactement, en fait, quand on entourait beaucoup de fumeurs, eux, ils n'ont pas forcément leur perception de leur addiction et donc ils vont véhiculer des images positives sur la cigarette. Pour eux, elle peut gérer leur stress, elle peut gérer leurs émotions, elle peut être un moment de réconfort ou de récompense et donc de manière inconsciente, par la preuve sociale, ils vont véhiculer ces images-là, surtout auprès des jeunes et on va intégrer ces preuves sociales comme vraies et vérifiées et donc on va se dire, mais si moi aussi je suis en stress, pourquoi une cigarette ne m'aiderait pas? Alors vous avez chiffré votre addiction, vous avez fumé 80 000 cigarettes et dépensé plus de 20 000 euros de vos 14 ans à vos 26 ans. Vous dites que financièrement, le budget d'un fumeur normal sur une vie représente 7 années de SMIC. Exactement. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du paquet, en fumant 15 cigarettes par jour sur une 50aine d'années, on arrive à plus de 120 000 euros de dépensés. Et pourtant, vous dites que finalement, l'augmentation du prix du tabac, il y en a encore une le 1er janvier, ça sert à rien sur l'état de la consommation. Alors que les chiffres, vous voulez dire que ça baisse un petit peu. Il y a le taux de la proportion de fumeurs en France, le tabac a augmenté quasiment de 800% en 30 ans et on est passé peut-être de 25% de fumeurs à 23 ou 22%. Les consommations sont un peu différentes parce que le prix étant là, c'est vrai qu'on consomme peut-être un peu moins, mais en fait on consomme toujours. En tout cas, on ne propose plus de cigarettes aux gens dans la rue parce que c'est devenu trop cher. Exactement. Mais pourquoi ça sert à rien finalement d'augmenter le prix du paquet selon vous, ou alors de faire des paquets avec des warnings sur les paquets? Parce qu'en fait, l'addiction, la relation qu'on a avec la cigarette, ce n'est pas en fonction de son prix. Une fois qu'on est dépendant, le cerveau, lui, il a besoin de cette dose de nicotine et peu importe le prix de la dose, en fait. Il faut bien le voir comme une drogue. On le voit, les drogues sont très chères quand on est dépendant et peu importe le prix, on est prêt à consommer. Vous dites drogue dure. Oui, la nicotine, pour moi, au niveau de l'addiction, elle accroche comme la cocaïne ou l'héroïne. On peut parler de drogue dure sur l'addiction à la nicotine. Vous êtes issu d'une famille où personne ne fumait. Pour vous, c'était clair, vous ne fumeriez pas. Alors, pourquoi avoir commencé ? La curiosité, je crois. J'étais au lycée avec des amis et dans ma classe, il y avait
pas mal de fumeurs qui fumaient à toutes les pauses. Et moi, au début, j'étais sûr de ne jamais... Alors, ça, c'est quelle époque de votre vie? Vous avez quel âge? À ce moment-là, j'ai 14 ans, je suis en seconde. Et de fil en aiguille, à un moment, j'ai demandé à mes amis, mais pourquoi est-ce que vous fumez? Ils ont dit, bah tiens, t'as qu'à essayer, voir ce que ça fait. Et j'ai allumé ma première cigarette à 14 ans. C'est une Gauloise. Alors bon, ça fait un peu ancien combattant, je ne vais pas dire la Gauloise. Brune? Ouais, il y a 20 ans. Oui, non, ça fait un peu... Ça n'existe plus, les Gauloises. Non, ça n'existe plus. C'est d'une autre époque. C'est dégueulasse. Enfin, Ouais. pour vous, à ce moment-là, Ouais. comment vous expliquez que après une première expérience qui soit quand même tellement catastrophique, vous replongez quelques jours après? Alors, à ce moment-là, on ne peut pas parler de replonger, mais en fait, je vais recommencer l'expérience. Mais en fait, c'est quelque chose qui est assez inconscient. Déjà, en fait, on va se concentrer sur les mauvaises choses. Quand on fume cette première cigarette, on va se concentrer sur le goût, sur les effets. Mais ce qu'on ne voit pas à ce moment-là, c'est qu'on commence déjà à absorber de la nicotine et qui va déjà activer les premiers récepteurs dans le cerveau. Et c'est là où les 3 tafs, ça active les récepteurs? Non, ça commence, mais en fait, c'est quelque chose d'assez inconscient, et on s'est dit peut-être que j'ai mal fumé la première cigarette. Enfin, c'est un tas de raisons qui nous poussent à reproduire le fait de refumer une nouvelle cigarette, et puis c'est comme ça que petit à petit, on va commencer par fumer une moitié de cigarette, puis une cigarette entière, et tout doucement, tranquillement, à arriver à un paquet par jour. Parce que logiquement, cette première cigarette, ça aurait dû être la dernière pour vous. Exactement, ça aurait dû être la dernière, et c'est là où on voit c'est très vite que c'est très vicieux en fait les mécanismes de l'addiction. C'est qu'en fait on voit pas en fait ce qui se passe sur le système nerveux, et c'est l'inconscient qui va nous réclamer en fait de reproduire l'opération pour venir soulager le manque, et c'est la mise en place de la dépendance. Donc vous, au bout de 6 mois, vous fumiez un paquet par jour? Ouais, Au lycée? au lycée. Mais il faut du temps pour ça quand même. Il faut du temps, on commence dès le matin en se levant, et chaque sonnerie de pause et l'après-midi, ça va très vite en fait. Paradoxalement, vous le cachez à vos parents? Exactement, je suis dans une famille qui ne fume pas, on m'a toujours dit qu'il fallait jamais commencer à fumer, il y avait un sentiment de culpabilité et de honte, et donc l'addiction m'a éloigné de mes parents, parce que comme je ne pouvais pas fumer en leur présence, le week-end j'essaie d'être le plus loin possible du domicile pour pouvoir fumer tranquillement avec mes amis à l'extérieur. Moi je crois que je n'ai jamais fumé devant mes parents. Aussi. Ouais. Un sentiment... C'était impossible. On se sent pas à l'aise. Je sais, alors franchement, je sais pas d'où ça vient, mais je n'ai jamais fumé devant mes parents. Ça aurait été impossible. C'était pas peut-être la honte, mais en tout cas pas possible. En tout cas socialement pas acceptable. Pas acceptable non plus, ok. Ouais. Donc c'est marrant le fait de se cacher. Même adulte, vous avez continué à vous cacher de vos parents? Ouais, même adulte, je me suis toujours caché, parce que pour moi, il m'avait toujours dit de ne pas commencer à fumer, et je me sentais vraiment un peu stupide et coupable d'être tombé dans ce piège, alors qu'il m'avait averti. Oui, vous aviez eu une éducation où, il ne fallait pas fumer, mais c'était clairement Exactement. dans l'éducation, Exactement. dans les valeurs qu'on vous transmettait. Vous avez longtemps cru que vous pouviez vous arrêter de fumer quand vous le décidiez? Ouais, ça c'est quand on est jeune, on est persuadé qu'on fume volontairement, c'est-à-dire qu'on fume par choix, par décision, donc on a juste à se dire que on arrête de fumer, on change notre décision et on arrêtera de fumer. Mais en fait, ça, c'est de ne pas comprendre les mécanismes de l'addiction, parce que j'ai essayé d'arrêter de fumer, je me suis dit, je vais prendre la décision de ne plus fumer, et je ne tenais pas 2 heures sans fumer. Et c'est à ce moment-là où on commence à toucher du doigt la dépendance. C'est qu'en fait, au-delà de notre volonté, on n'est plus capable de contrôler son comportement. Vous racontez qu'un jour, vous jetez votre paquet dans la poubelle et en disant « ma vie de fumeur s'arrête là », 2 heures après, vous avez la tête dans la poubelle. Exactement, ça c'était à la fac. Après une soirée un peu festive la veille, j'avais beaucoup fumé, et juste avant de rentrer en cours, je fume cette cigarette qui m'écœure, qui me dégoûte, et là je me dis mais pourquoi je me fais autant de mal? Donc je décide d'arrêter de fumer, je jette mon paquet à la poubelle, je vais en cours pendant 2 heures, la nicotine quitte mon organisme, le manque réapparaît 2 heures après, et donc je cours direction la poubelle, rechercher les cigarettes qui étaient au fond de cette poubelle. Pourquoi, selon vous, et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, quand on décide de s'arrêter de fumer, il faut d'abord comprendre les mécanismes de l'addiction? Oui, pour moi, c'est vraiment important de les comprendre, parce qu'on est relié 3 fois au tabac. On l'est relié une première fois à travers la nicotine, une dépendance qui est physiologique,
Voilà, les récepteurs qui sont activés lorsqu'ils ne sont pas alimentés, on va ressentir de l'irritabilité, de la nervosité, du stress. Donc une vraie première dépendance, c'est 3 semaines pour s'en sevrer. Mais le cerveau, il va s'adapter à cette dépendance physique. En fait, il va faire de cette drogue un besoin fondamental, comme boire, manger, dormir, respirer. Et donc, à ce moment-là, une dépendance comportementale se crée. Ce n'est plus notre volonté qui décide. En fait, ce sont des schémas inconscients. On va fumer en mode automatique sans se rendre compte. En fait, le cerveau cherche à nous protéger du manque. Et ça va engendrer une troisième dépendance qui est psychologique. On va se mettre à aimer ce qui nous détruit. En fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi à chaque fois que je fume, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, on va faire de notre pire ennemi notre meilleur ami. On va faire de notre dépendance une récompense. On va faire de notre souffrance, le manque, un plaisir, soulager le manque. Et surtout, on va faire de notre prison notre liberté. À ce moment-là, on devient notre propre adversaire. Comment sortir d'une prison si on pense déjà être libre? En fait, on s'est approprié notre addiction comme un choix. Et là, c'est très compliqué parce qu'on vit l'arrêt du tabac comme un renoncement, comme un sacrifice, et on souffre psychologiquement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre les mécanismes, qu'ils soient comportementaux, physiologiques ou psychologiques, pour ne pas vivre l'arrêt du tabac comme un sacrifice, mais vraiment comme une délivrance. Mais ça aide à s'arrêter de fumer, de comprendre les mécanismes de l'addiction? Ça aide énormément. Ça aide énormément parce que on comprend mieux son comportement et donc on va plus facilement pouvoir le déconstruire. En fait, sans nous en rendre compte, pendant toute notre vie de fumeur, on va donner de la valeur et de l'utilité à la cigarette dans notre vie. On va croire qu'on en a besoin pour certains contextes, certaines situations. Et si on déconstruit ça et on se dit, mais en fait non, j'en ai pas besoin pour gérer mon stress, non, j'en ai pas besoin quand je suis triste, non, j'en ai pas besoin quand je bois un verre en terrasse. Et là, en fait, on va se rassurer et on va se dire qu'en fait, on peut très bien vivre sans. Et cette pensée, en fait, elle est très aidante. C'est pas la première émission qu'on fait sur l'arrêt du tabac, c'est peut-être pas la dernière, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Ça fait partie des bonnes résolutions du début d'année, des 4-5 bonnes résolutions du début d'année. J'ai invité ce matin Vincent Pelloma, il est coach spécialisé dans l'arrêt du tabac. Vous accompagnez des gens sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous faites des accompagnements collectifs et vous publiez les 7 clés pour se libérer du tabac chez Marabout. Vous sentez que là, avec le 1er janvier, une recrudescence de bonne volonté Oui, on sent la bonne volonté, la motivation d'arrêter de fumer. C'est souvent un moment qu'on met en avant avec les bonnes résolutions pour s'engager dans l'arrêt du tabac. Mais malheureusement, c'est pas parce que c'est une bonne résolution qu'on va tenir dans le temps. En fait, souvent, on veut arrêter parce qu'on veut être motivé, mais en fait, souvent, la motivation, ça ne suffit pas quand on parle d'addiction, parce qu'on est motivé les premiers jours, mais au fur et à mesure qu'on va arrêter de fumer, en fait, le manque va apparaître et la motivation va s'évaporer. Et en fait, c'est plutôt la compréhension du manque, l'acceptation du manque qui va permettre de réussir. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se préparer. Souvent, une simple bonne résolution, en fait, ça ne suffit pas. Il faut vraiment prendre cette décision en profondeur. C'est pas ce que vous m'avez dit hors antenne, hein. Comme m'a dit, les candidats à l'arrêt du tabac du 1er janvier, ils y arrivent rarement. En réalité, quand on tente d'arrêter seul, on a 2% de chance de réussir. Et c'est la triste réalité. Malheureusement, on est face à une drogue qui est puissante. Et effectivement, le mois de janvier, c'est un mois où on veut arrêter de fumer. Mais la plupart du temps, on échoue, malheureusement. Parce qu'on est seul ? Parce qu'on est seul, parce qu'on ne comprend pas les mécanismes, parce qu'on fait face à des situations qui sont complexes ou des situations qui sont incomprises. Hein. On est dans une prison à 4 murs. On est dans une prison face à la nicotine, face à son inconscient, face à la psychologie et face à ses peurs. Et il suffit d'une seule cigarette pour échouer. Donc c'est important d'être bien encadré et d'avoir vraiment... C'est-à-dire, il suffit d'une seule cigarette pour échouer? Si on s'engage dans l'arrêt du tabac et on a réussi à arrêter pendant quelques jours et on se dit tiens, je peux en fumer une de temps en temps, malheureusement souvent on retourne à la case départ et c'est un cercle en fait sans fin d'arrêt du tabac. Il y a des personnes qui passent leur vie à essayer d'arrêter de fumer parce que juste une cigarette en fait suffit pour replonger. La dépendance, expliquez-vous, ça se construit et ce qui crée la dépendance, c'est la nicotine. Donc, finalement, c'est la nicotine qui crée le besoin. C'est-à-dire que sans nicotine, fumer, ça ne serait pas addictif? Mais je pense que personne fumerait, en fait. C'est que ça va plus loin que ça. Personne ne fumerait. Personne n'achète des cigarettes sans nicotine. Je sais pas. Alors,
Je me suis jamais posé la question. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des cigarettes au foin. Il y a quelques cigarettes à l'eucalyptus, etc. Oui, voilà, c'est des marchés qui sont très très dérisoires. En fait, c'est des cigarettes qu'on va essayer d'acheter pour essayer d'arrêter de fumer. Mais quand on fume de l'eucalyptus, en fait, le cerveau, lui, ne l'est pas comblé. Donc, il y a toujours ce vide qui est là, il y a toujours ce manque qui est là. Et donc, on va essayer d'aller chercher sa dose. On peut pas être finalement dépendant à une cigarette à l'eucalyptus. Bah non, physiologiquement, je crois pas. J'ai pas étudié le sujet, mais non, je crois pas qu'on peut être dépendant physiologiquement à l'eucalyptus. Le fumeur pense qu'en fait, c'est le fait de fumer qui le détend, alors que non. Bah, en fait, c'est ce sentiment-là qu'on a quand on fume. On a l'impression qu'on est détendu. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ressent ce sentiment-là ? C'est que juste avant, la cigarette a créé le terrain défavorable. Elle a créé le stress à travers le manque. Et donc, on est dans ce phénomène du serpent qui se mord la queue. On pense que c'est la cigarette qui nous aide parce qu'on ne comprend pas quel est le problème. En fait, la cigarette, elle va agir sur nous comme un pompier pyromane, en fait. Imaginez un pompier qui mettrait le feu à un immeuble derrière les caméras, et devant les caméras, ce même pompier viendrait éteindre le feu. On le verrait comme un sauveur, comme quelqu'un d'extraordinaire, alors que si nous on a vu toute la scène qui se passe, on sait que c'est le criminel, et la cigarette, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle vient effacer les symptômes de manque qu'elle crée, et donc quand on est fumeur, on la voit comme un soulagement incroyable, alors que c'est elle qui crée l'irritabilité. Ce qu'on aime, ce n'est pas fumer une cigarette, mais prendre un shoot de nicotine. Ouais, là on est dans quelque chose de très concret. On est en train de déconstruire l'acte de fumer, parce qu'on pense que c'est le fait de tenir la cigarette, d'avaler la fumée, c'est toute la gestuelle qu'on est en train de déconstruire à travers cette phrase. Non, en fait, ce qu'on recherche, c'est le shot de nicotine. La cigarette est simplement l'instrument pour prendre cette nicotine. L'industrie du tabac ne vend pas de tabac. L'industrie du tabac vend la nicotine qui est contenue dans le tabac, et c'est la raison pour laquelle on va chez notre buraliste tous les jours. En fait, notre Elle porte mal son nom, alors, cette industrie. Oui, elle est déguisée. Du tabac. Elle est déguisée. On pourrait parler de l'industrie de la nicotine. En fait, c'est une prise d'otage du bien-être. Notre bien-être est retenu en otage chez le buraliste, et c'est pour ça que tous les jours, on doit y aller pour pouvoir passer une journée de manière avec un bien-être en fait acceptable. Par exemple, la première cigarette du matin qu'on prend avec son café pour démarrer sa journée, un moment tellement important. Et ouais, la nuit est passée par là. C'est à ce moment-là on est le plus en manque de nicotine. Et effectivement, on a ce sentiment d'avoir absolument besoin d'une cigarette pour démarrer la journée. Et un café. Parce que sinon, on a l'impression qu'on va pas pouvoir démarrer la journée et que la journée va être longue. Effectivement, à ce moment-là, on a besoin de notre dose pour pouvoir attaquer la journée. Et c'est le mécanisme de l'addiction. En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, la cigarette est l'antidote du problème qu'elle crée, et c'est un cercle sans fin. Plus le fumeur, écrivez-vous, a conscience que fumer tue, conscience que de l'argent qu'il dépense et de tout ce que ça fait finalement à son entourage, à sa vie sociale, plus il a besoin de justifier sa façon d'agir. Comment est-ce qu'il se justifie ? En fait, l'industrie du tabac nous fait franchir une ligne rouge, en fait, qui fait qu'on va devoir se justifier son addiction. Tous les jours, on dépense de l'argent, tous les jours, on prend des risques pour sa santé. En fait, on va devoir rationaliser ce comportement. Et plus on en a conscience, plus on va donner de la valeur à la cigarette pour se justifier, en fait, tout ça. On peut pas dépenser 120 000 euros pour rien, on peut pas perdre 15 ans d'espérance de vie pour rien. Et donc, en fait, chaque cigarette, on va être obligé de lui octroyer de la valeur, et c'est là où on s'enfonce dans la dépendance. Si je dépense autant, c'est forcément que la cigarette m'apporte autant. Alors pourquoi est-ce que la peur de tomber malade ne fonctionne pas ? Pourtant avec le Covid, tout le monde a eu peur de tomber malade, ça a fonctionné tout de suite. Pourquoi ça ne marche pas avec le tabac ? Parce que la peur de ne pas vivre l'instant présent est beaucoup plus forte. En fait, en arrêtant de fumer, on ne va pas non plus devenir immortel, mais comme on est persuadé que notre vie, elle est plus agréable, elle est plus intense, peut-être on a le sentiment qu'elle est plus heureuse avec une cigarette, en fait, on est prêt à sacrifier le futur pour vivre le présent. Et en fait, on est dans ce combat-là où on est persuadé que la cigarette, elle est indispensable à notre vie. Et donc, la peur de mourir n'est pas suffisante pour pouvoir se libérer de cette addiction. Et pourtant, on a tous autour de nous des personnes qui sont mortes du cancer du poumon ou de la gorge, ou qui sont sous respirateur. Voilà, ça existe. Exactement. On a quand même des preuves. Exactement. Et donc, à travers ces images-là, si la peur de mourir suffisait pour arrêter de fumer, plus personne fumerait depuis très longtemps. Et donc, ça décrit bien que la peur de mourir n'est pas suffisante pour sortir d'une addiction comme le tabac.
Pourquoi est-ce que s'arrêter de fumer, ça paraît si difficile ? Parce que en fait, c'est quelque chose de puissant, c'est une dépendance psychologique qui est tellement puissante, on est tellement persuadé qu'on a besoin de cette cigarette dans notre quotidien pour se sentir bien, pour gérer notre vie, pour gérer nos angoisses, qu'on se dit mais en fait si j'ai plus cette cigarette, mais ma vie elle va être terrible, elle va être difficile, je pourrais plus passer d'excellentes soirées, je pourrais plus faire de pause, et donc ça crée une peur. C'est vrai que la cigarette elle est beaucoup associée aux pauses, d'ailleurs on voit les gens qui descendent en bas des immeubles pour fumer leur cigarette, hein. Exactement, c'est le rythme de la dépendance en fait, on doit aller régulièrement en pause pour assouvir le manque et on est complètement sous emprise et c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir commencer à se dissocier de son addiction. Le comportement que l'on a, en réalité, il n'est pas volontaire, c'est simplement qu'on est en train de subir les mécanismes que cette cigarette nous fait subir. Et nous, on a connu la période où on pouvait fumer dans les bureaux, donc il n'y avait pas besoin de la pause cigarette et on n'a pas besoin de descendre en bas pour aller fumer. Qu'est-ce que ça a changé finalement de ne plus pouvoir fumer dans les endroits publics ? Ça a permis quand même de réduire la consommation. Parce qu'on a mis des freins et des contraintes et d'ailleurs les fumeurs se réjouissent de ne plus pouvoir fumer dans les avions, dans les trains, au bureau. On pouvait fumer dans l'avion, c'est vrai. Ouais, même les médecins pouvaient fumer dans les chambres des patients il n'y a pas si longtemps que ça et ça c'est plutôt une excellente chose, même c'est une excellente chose parce que voilà, on fume moins, il n'y a plus non plus ce monoxyde de carbone qui est en permanence dans les endroits clos et ça a été hyper positif. Comment vous, à titre personnel, alors avez-vous compris que vous étiez le jouet de l'industrie du tabac ? En fait, vous avez regardé Élise Lucet un soir à la télévision ? Ah là, j'ai regardé aussi Élise Lucet, mais je crois que je m'étais déjà libéré du tabac. Non, mais en fait, c'est beaucoup d'échecs. Je le dis dans le livre, j'ai échoué 30 fois avant d'arrêter de fumer. Et donc, on commence à se poser des questions. Et après, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai vraiment étudié, en fait, c'est les mécanismes de l'addiction. Et là, à un moment, oui, je comprends qu'en fait, oui, je suis simplement le jouet de l'industrie du tabac. Et à ce moment-là, en fait, il ne faut pas avoir d'ego parce qu'en fait, toute notre vie, on veut dire aux autres qu'on est libre, que c'est notre choix de fumer. Et donc, à ce moment-là, on est son propre adversaire. Et oui, au bout d'un moment, oui, je me dis, j'ai fumé 80 000 cigarettes, pas parce que j'en ai eu envie, mais parce que l'industrie du tabac m'a eu à 14 ans. Et donc, est-ce que je continue à être aveuglé par cette drogue et à dire à tout le monde que je suis libre de fumer ou est-ce que j'accepte que je suis drogué? Et c'est cette acceptation qui va me permettre de m'en libérer. Est-ce que j'ai envie de... C'est-à-dire que vous vous êtes dit à ce moment-là, je suis drogué. Exactement. En fait, je ne contrôle plus mon comportement. Ce qui est intéressant quand on parle d'addiction, c'est l'incapacité à contrôler son comportement tout en ayant peur des conséquences. Et en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est on va faire de notre incapacité à arrêter de fumer notre liberté de fumer. Et c'est ce changement-là qui est important. Je devais accepter que j'étais dans l'incapacité de contrôler mon comportement pour par la suite pouvoir le retrouver et retrouver ma liberté. Et le fait de ne pas pouvoir s'arrêter comme on voulait, en fait. Exactement. C'était ça, c'est la liberté de pouvoir fumer ou de ne pas fumer. Exactement, c'est exactement ça, la liberté. Beaucoup de gens disent, oui, si on est interdit de fumer, c'est qu'on entrave notre liberté, quand même. C'est quelque chose de très complexe parce que le même acte n'est pas perçu de la même manière en fonction des personnes. Pour certaines personnes, on va voir ça comme une prison et les personnes qui sont en train de le vivre, eux le voient comme leur propre liberté. Et donc, il y a un gros travail de remise en question et de compréhension pour pouvoir choisir. Est-ce que les jeunes générations aujourd'hui trouvent ça toujours aussi bien de fumer ? Alors, il y a un nouveau concurrent qui est arrivé sur le marché il y a une dizaine d'années, Puff, cigarette électronique. On est toujours sur le marché de la nicotine. En fait, on sait que la cigarette n'a plus le vent en poupe, mais l'idée, c'est de toujours continuer à vendre la nicotine. Et donc, aujourd'hui, on voit des magasins de cigarettes électroniques qui poussent partout. Ça va être la cigarette 2.0. Et en fait, les jeunes sont surtout attirés par ces cigarettes électroniques où on va mettre des goûts barbe papa, tagada pour attirer les jeunes. Et en fait... prendre en otage leur bien-être comme avec la cigarette pour que toute leur vie soient obligés de consommer de la nicotine. Si on regarde, à mon avis, les personnes qui fabriquent ces cigarettes, on devrait retrouver les mêmes. On retrouve les mêmes. On devrait retrouver les mêmes industriels. On retrouve les mêmes. Je me rappelle d'un gentil ami journaliste qui officie dans cette maison qui m'avait dit un jour, j'ai une amie qui travaille chez un tabac et qui voudrait justement faire la promotion de ces cigarettes parce que c'est une bonne alternative à l'arrêt du tabac. Et j'ai dit non, c'est une bonne alternative à continuer à maintenir les gens sous l'emprise de la nicotine.
Exactement. Alors effectivement, ils avalent plus de fumée, mais ils sont toujours sous l'emprise de la nicotine. Exactement. Et c'est là, en fait, on est encore en train de tromper un peu la population en leur disant venez, c'est génial, ça va vous aider à arrêter de fumer, alors qu'on est simplement en train de transférer le moyen d'administrer la nicotine. Alors effectivement, c'est moins nocif, mais on reste sous l'emprise. Oui, c'est moins nocif. C'est moins nocif, mais on reste sous l'emprise. Alors on va voir maintenant les 7 clés pour se libérer du tabac avec Vincent Pellomal aux éditions Marabout. Vous parlez assez peu quand même dans votre livre de moyens pour aider les gens à se sevrer. Notamment de substituts, vous voyez, nicotiniques, En fait, j'en parle, mais c'est juste que pour moi, en fait, le bon moyen, en fait, c'est le sevrage, c'est le vrai sevrage. Souvent, on passe son temps à se dire, mais comment est-ce que je peux arrêter de fumer ? C'est qui est une question que tout le monde se pose, en fait. Comment arrêter de fumer ? Et en fait, cette question, je dis dans le livre, cette question, en fait, tout le monde a la réponse. Et c'est pas ça qui est intéressant comme question, mais c'est pourquoi est-ce que je le fais pas ? En fait, on a tellement peur du manque. Tout le monde n'a pas les réponses. Comment arrêter de fumer ? En fait, la réponse, elle est simple, c'est de ne plus fumer. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on va pas prendre cette décision de ne plus fumer ? C'est le sevrage. Le sevrage, il fait très peur. On a l'impression qu'on va vivre un enfer, qu'on va souffrir. Et c'est pour ça que la déconstruction, elle est très importante. Le manque, on passe notre vie à fumer pour ne pas le vivre, alors qu'en réalité, il est le chemin de la liberté. Et il faut commencer à changer sa perception vis-à-vis du manque, l'accepter. Pour moi, les symptômes de manque, c'est comme des symptômes de guérison. Si on les accepte, si on les reçoit, on va pouvoir s'en libérer. Oui, mais il faut passer à travers. Mais ça peut être douloureux. En fait, la douleur est surtout psychologique. Alors effectivement, physiquement, on ressent de l'irritabilité, de la nervosité. Si on le vit comme un sacrifice, c'est hyper puissant et donc on souffre terriblement. Mais si on le vit comme une délivrance, beaucoup plus facile à accepter. C'est très intense, on va dire pendant 3 jours. Après 1 semaine, ça va mieux. Au bout de 2 semaines, ça s'est calmé. Au bout de 3 semaines, ça commence à disparaître. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain timing, une certaine visualisation à avoir de son arrêt du tabac. Quand on arrête de fumer, on n'est pas heureux dès le lendemain. On sait qu'on a des petits moments à traverser. C'est pour ça qu'il faut être soutenu, il faut être accompagné, sur le plan psychologique notamment. Vous êtes devenu ce que vous appelez indifférent à la cigarette. Exactement. Ça veut dire quoi, indifférent à la cigarette ? En fait, c'est comme un non-fumeur. En fait, il peut y avoir 50 personnes qui fument autour de moi, il peut y avoir 10 000 cigarettes en face de moi. En fait, mon cerveau, il la regarde même pas. En fait, ça il réagit même pas à l'odeur ? Non, aujourd'hui, mon cerveau, il va rejeter l'odeur. Par contre, on va être plutôt dans le rejet. Parce que le fumeur, lui, il réagit tout de suite à l'odeur de la cigarette. Exactement. En fait, l'odeur est subjective. C'est un peu comme si vous avez faim et vous passez devant une rôtisserie, le poulet, il sent très très bon. Quand on est dépendant, la fumée de cigarette derrière, ça veut dire nicotine. Donc, subjectivement, pour le cerveau, c'est une bonne odeur. Mais une fois qu'on est indifférent, on n'a plus besoin de nicotine. En fait, cette odeur, elle est écœurante. Il y a moins de tabac anglais qui sentait la cigarette anglaise à une époque. Bon, bref. Question d'époque et de génération. Alors, comment vous y êtes pris finalement ? Vous avez commencé par quoi pour vous arrêter ? C'est la prise de décision, c'est beaucoup de préparation, c'est la compréhension des mécanismes, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai toujours envie de continuer à être dans ce cercle vicieux, à me réveiller tous les matins, à fumer tous les jours de ma vie ? C'est ces questions-là que je me suis posées. Quelle personne ai-je envie de devenir ? Et je me suis dit, au moins dans un premier temps, j'ai envie de voir ce que c'est d'être sevré de la nicotine, et si cette vie me plaît, je continuerai en tant que non-fumeur. Si cette vie me plaît pas, je redeviendrai fumeur. Pour vous, il y a les bonnes et les mauvaises questions. Alors, c'est quoi une mauvaise question, par exemple ? Pour moi, la mauvaise question, c'est est-ce que j'ai envie d'arrêter de fumer ou pas ? En fait, souvent, pose cette question, est-ce que j'ai envie d'arrêter de fumer ? Cette question, pour moi, elle est stupide. Pourquoi elle est stupide ? Parce que quand on n'est pas en manque, on n'a pas envie de fumer. Quand on est en manque, on a envie de fumer. Et donc, on n'a pas une réponse stable. Ça veut dire que le dimanche soir, on peut se dire « Ah, je suis motivé, j'ai envie d'arrêter de fumer ». Et le lundi matin, le manque apparaît et on est devant le bureau de tabac. Et donc, cette question, elle amène à une chose, c'est qu'on est dans un cercle de prise de décision qui est hyper complexe. On n'a pas une réponse stable qui se dit « Mais en fait, oui, c'est cette décision que j'ai envie de prendre ». Donc, moi, je propose une autre question, c'est « Quelle personne souhaitez-vous être dans 3 mois ?» Plus complexe déjà comme question. Vous trouvez ? Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à cette question ? En fait, l'objectif, pourquoi je parle de 3 mois, c'est souvent le temps qu'il faut pour complètement se libérer de l'addiction. Est-ce que vous avez envie que la pensée de fumer ait disparu de votre cerveau ? Est-ce que vous avez envie d'avoir retrouvé votre état initial ? Est-ce que vous avez envie d'être sevré de cette drogue ? Et en fait, là, si on a une réponse qui est stable, oui, j'ai envie d'être sevré de cette drogue, oui, j'ai envie que cette cigarette ne fasse plus partie de ma vie, on va pouvoir mettre ensemble une stratégie pour atteindre cette personne. Pourquoi s'il n'y a pas de bon timing pour s'arrêter de fumer ? Ou de bons moments ? Parce que, en fait, quand on est fumeur, on a toujours une raison de fumer. C'est-à-dire que quand c'est le travail, ah non, il y a trop de stress. Quand c'est les vacances, ah non, j'ai envie de me détendre. Ah non, quand c'est le week-end, j'ai une soirée. Et en fait, c'est hyper compliqué de trouver un bon moment parce qu'on est persuadé qu'on a toujours besoin de la cigarette. Et donc, en fait, on est tout le temps en train de repousser cette date et à un moment... On procrastine. On procrastine, exactement. La date de l'arrêt. On la repousse à... lundi prochain. Je ne sais pas pourquoi lundi d'ailleurs. C'est jamais mercredi prochain, mais c'est toujours lundi prochain. C'est toujours lundi, un début de semaine. Et certaines personnes, et beaucoup de personnes, en fait, vont procrastiner pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. On se dit la semaine prochaine, mais ça peut faire 10 ans qu'on se dit la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est important de se poser, d'essayer de comprendre en fait, ces mécanismes de non-décision pour pouvoir l'apprendre. Alors les clés, première clé... Alors la première clé dans le livre, en fait, c'est l'acceptation. Donc toute la première partie du livre, on est dans la compréhension des mécanismes de l'addiction pour arriver à l'acceptation, accepter d'être dépendant. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que la plupart du temps, on dit j'ai envie de fumer ou j'ai besoin de fumer. Quand on dit j'ai envie de fumer, on ne se considère pas comme une personne dépendante, on se considère comme une personne qui a le désir de fumer. Et donc c'est accepter qu'en réalité non, on ne fume pas par envie, on fume par obligation, que le comportement qu'on a actuellement il n'est pas volontaire, il est subi. Donc il y a un gros travail d'acceptation. Des fois c'est 10, 20, 30 ou 40 années de tabac à remettre en considération, donc c'est un gros travail à faire. Donc ça c'est la première clé qui est pour moi essentielle pour pouvoir guérir. Si on n'accepte pas d'être malade, on ne peut pas guérir de cette maladie. Accepter d'avoir perdu le contrôle. Deuxième clé, on avait commencé à en parler tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, c'est se poser les bonnes questions. Donc poser des questions qui vont nous permettre réellement d'avancer. Souvent on se pose la question pourquoi est-ce que j'ai envie d'arrêter de fumer ? On va énumérer toutes les raisons pour lesquelles on veut le faire. Alors, vous dites ça, c'est la question qui fait prendre le problème à l'envers. Exactement. Pourquoi cette question fait prendre le problème à l'envers ? C'est qu'en fait, on est en train de mettre plein de motivations pour arrêter de fumer, mais plus on met de motivation, plus on envoie un message d'effort au cerveau, c'est-à-dire que je vais devoir faire beaucoup d'efforts pour atteindre en fait cette motivation. Et donc, ça entraîne le combat, on est dans le conflit de l'arrêt du tabac, et je propose plutôt une autre question, c'est pour quelles raisons souhaiteriez-vous continuer ? Et là, on va aller déconstruire toutes les raisons pour lesquelles on pense fumer, et cette question va nous amener à vivre l'arrêt du tabac comme une délivrance et non comme un combat. Troisième clé. Identifier et comprendre ses peurs et pour pouvoir les dépasser. Souvent, on est complètement paralysé par rapport à l'arrêt du tabac. Si on se dit j'ai envie d'arrêter de fumer, la première émotion qu'on ressent, c'est la peur. En fait, pour le cerveau, c'est comme si on allait le priver d'oxygène, d'eau ou de nourriture. Et donc, on a complètement peur. On a peur de plus autant aimer la vie. On a peur de souffrir. On a peur de manquer. On a peur de prendre du poids. On a peur tellement de peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Donc l'idée, c'est de les comprendre, de les identifier pour pouvoir les dépasser et comprendre qu'en fait, ces peurs, elles sont simplement les conséquences de ces mécanismes de l'addiction. Elles ne sont pas réelles et on va pouvoir mieux vivre son arrêt du tabac. Oui, la peur de ne pas y arriver aussi. Exactement, la peur de ne pas y arriver. Cette cigarette prend tellement notre confiance en nous qu'on a besoin de retrouver cette confiance pour pouvoir passer à l'action. Quatrième clé. Alors là, c'est la déconstruction de son addiction au tabac. La cigarette, on lui a donné de la valeur, on lui a donné de l'importance. Pour nous, elle est devenue notre meilleure amie. On a créé une relation affective avec elle. Elle est devenue plus importante que notre santé, plus importante que nos relations sociales. Elle est devenue une priorité. Donc en fait, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on en a fait quelque chose d'incroyable pour la voir telle qu'elle est et complètement en fait changer sa perception de la cigarette pour ne pas vivre l'arrêt du tabac comme un déchirement. La cinquième clé, donc ? Le désir de changer. Et ça, c'est quelque chose qui va être important. Et d'ailleurs, dans n'importe quel processus de changement, on a besoin d'avoir ce désir de changer. Et là, c'est aussi avoir une réflexion sur ce qu'on a envie soi-même de devenir. La sixième clé ?
Alors, la prise de décision, c'est hyper important de se préparer à l'arrêt du tabac, de comprendre, etc. Mais la seule chose qui nous permettra de réussir, c'est le passage à l'action. Donc, comment se fixer une date, quand passer à l'action, comment on va en fait se préparer à ne plus fumer. Alors, comment on fixe une date ? Comment on fixe une date ? Ça, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, c'est dans la compréhension des mécanismes. À un moment, quand on sait qu'on n'a plus aucune raison valable de continuer, pourquoi est-ce qu'on continuerait ? Et en fait, la date, elle va venir s'imposer quasiment d'elle-même. Pour moi, on ne va pas les fixer une date trop loin dans le temps. Si on fixe une date qui est trop loin dans le temps, c'est simplement qu'on est en train de se rassurer. Je vais faire ça dans 2 mois. Non, quand on fixe une date, c'est qu'on est quasiment prêt et ça peut être dans 3 jours, 1 semaine. Il ne faut pas que ça traîne trop parce que sinon, l'idée de changer peut vite partir. Et puis la dernière enfin non, c'est pas la dernière, l'avant-dernière des clés. C'est l'état d'esprit avec lequel on va arrêter de fumer. En fait, souvent, on a l'impression qu'on part à la guerre quand on arrête de fumer. On a l'impression qu'on va vivre une vie terrible et qu'on va être triste et qu'on va être malheureux. Et donc là, c'est important de complètement changer son mindset. Quand on prend la décision d'arrêter de fumer, on se fait le plus beau des cadeaux. Là, il faut savoir qu'une plus belle vie nous attend derrière, plus de liberté, plus de santé, et que la vie va être plus agréable. Donc voilà, vraiment un travail d'état d'esprit pour être prêt en fait à vivre sereinement le sevrage. Fumer, c'est résoudre le problème pendant 3 minutes. Ne plus fumer, c'est résoudre le problème pour toujours. Exactement, quand on fume une cigarette, on a stoppé les symptômes de manque, on se sent détendu, soulagé, mais le même problème va revenir toutes les heures, de toutes les journées, de toute votre vie, et c'est ça le cercle vicieux de l'addiction, alors que sans sevrer, c'est résoudre le problème pour toujours, parce que le manque n'existera plus. Mais quelle stratégie vous appliquez, vous, par rapport au manque ? C'est-à-dire... Parce qu'il faut des stratégies par rapport au manque. Alors oui, moi je conseille d'aller faire de la marche, de boire de l'eau, des exercices de respiration, de méditation. On peut avoir un bâton de réglisse dans la bouche, on peut mâcher un chewing-gum. Le temps du sevrage, moi je sais que je buvais beaucoup de thé le matin, j'avais toujours ma tasse de thé, ça occupait ma main et ma bouche, pas de sucre pour éviter de transférer sur le sucre. Et puis... très actif, j'étais très actif, essayer d'être occupé au maximum parce que quand on est dans une position d'attente, on va plus penser à la cigarette, on va plus ressentir les symptômes et ça sera peut-être plus difficile à gérer, donc c'est important d'être vraiment tout le temps dans l'action. Vous en avez fait un métier. Oui. Finalement, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire je vais accompagner les autres ? Parce que en fait pour moi ce que l'industrie du tabac fait c'est juste complètement immoral. En fait, elle nous prive de notre bien-être, elle nous prive de notre liberté, elle nous prend notre santé. Et moi, je suis complètement révolté en fait contre cette industrie. Ça fait plus de 70 ans que ça dure. En fait, quand on comprend les mécanismes de l'addiction, pour moi, on peut pas rester sans rien faire en fait. Surtout qu'au début, j'ai voulu commencer simplement par aider ma famille et mes amis parce que je voulais pas qu'ils continuent à se détruire, et c'est comme ça que petit à petit en fait j'en ai fait un métier. En fait, je me suis retrouvé face à une problématique. Je voulais absolument que mes amis arrêtent de fumer, mais ils étaient jeunes, ils voulaient pas arrêter de fumer. Comment aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Et j'ai bossé pendant 2 ans pour pouvoir créer mon accompagnement. C'est possible d'aider quelqu'un qui veut pas être aidé? C'est très compliqué, mais en fait s'il n'y a pas de demande. Effectivement. Donc comment j'ai fait en fait pour pouvoir les convaincre? J'ai dit venez tester mon programme, c'est pas pour vous. Venez juste le tester, c'est pas pour vous, c'est pour que je l'applique sur d'autres personnes par la suite. Et en fait, ils sont venus assister, ils ont arrêté, et c'est là où j'ai commencé à en faire mon métier en fait. Ça a marché sur eux en fait. Oui, parce qu'une fois qu'on comprend ces mécanismes-là, et on s'est dit mais en fait on arrive dans une dissonance. En fait, on pensait que depuis toutes ces années, c'était notre comportement, on l'avait choisi. Et le jour où on se dit mais non en fait c'est pas ce que je veux, et là en fait on va amener les personnes vers un autre chemin. Vous avez jamais rencontré des personnes qui fument par choix? C'est très compliqué. C'est celui qui fume 1 cigarette par jour, 2 cigarettes par jour. C'est très compliqué de dire par choix en fait. Même 2 cigarettes par jour, c'est pas un choix? En fait, c'est très compliqué de dire que c'est pas un choix, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que la pensée de fumer, elle est là? Et c'est ça qui est intéressant. Le cerveau, en fait, il en fait un besoin fondamental, et l'inconscient envoie des stimuli. Donc la pensée, en fait, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est notre cerveau qui nous l'envoie. Donc à partir de quand est-ce qu'on est libre? C'est une vaste question, et c'est pas moi qui vais y répondre aujourd'hui, mais c'est très discutable, en fait.
une vraie question. Vous pourrez commenter la vidéo de l'émission. Vincent Pelomaille. Donc, je rappelle que vous accompagnez des gens. Donc, vous faites des coachings de groupe sur les réseaux sociaux. Votre réseau de prédilection, c'est TikTok. Exactement, c'est TikTok, ouais. Il y a à peu près 85 000 personnes qui me suivent. Et donc, comment ça se passe ? Vous donnez rendez-vous aux gens régulièrement ? Exactement, donc c'est souvent tous les 2 mois, je fais un programme collectif qui dure 30 jours. Il y a 3 conférences pour se préparer à l'arrêt du tabac. Une conférence comprendre les mécanismes, puis une deuxième conférence déconstruire sa relation. La 3e conférence c'est agir, je reprends ma liberté. On est tous dans un groupe WhatsApp, donc où je donne des conseils au quotidien, beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de bienveillance dans ces groupes-là parce que les personnes se retrouvent face à la même problématique. Et pour une fois, en fait, elles peuvent communiquer. On se rend pas compte, le tabac, c'est très tabou. On est souvent seul face à cette dépendance. Le fait de pouvoir échanger dans ces groupes, c'est très libérateur. Et ensuite, il y a des conférences de suivi après une semaine d'arrêt, après un mois d'arrêt. Et en général, les gens restent dans le groupe WhatsApp entre 1 et 6 mois en fonction du moment où ils en ont plus besoin. Bon, j'espère que cette émission vous aura donné envie de vous arrêter de fumer et surtout d'y arriver. Ouais. Si on pouvait servir à ça, ça serait génial. Et même si on échoue, il faut surtout pas abandonner. Ça fait partie du chemin, les échecs. Et à un moment, on finit par réussir. Faut pas se décourager. Voilà, tout le monde a son chemin pour réussir et vous allez trouver votre voie également. Bon, je rappelle que vous publiez les 7 clés pour se libérer du tabac. Je pensais mourir fumeur jusqu'au jour où votre éditeur c'est Marabout. Vous réécouterez l'émission sur beurrefm.net et sur les chaînes qui reprennent l'émission en podcast, enfin toutes les plateformes. Et vous pourrez voir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Vincent. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.